Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la vérif signé 7ème dimension. Donc c'est une vérif qui arrive assez rapidement, juste après notre épisode long qui clôturait en fait la saga dédiée à Rocky, donc avec les 2 derniers Creed, voilà, si vous suivez toujours. Et je suis très content de vous livrer cette vérif assez rapidement comme ça. Pour ceux qui avaient trouvé que ces 2 mois d'attente entre les podcasts du mois d'août et ceux qui arrivent au mois de novembre, c'était un peu long. Là, vous avez 2 podcasts d'affilée signé 7ème dimension. Donc, hasard ou coïncidence du coup de la programmation, on avait laissé Dolph Lundgren en compagnie de Rocky Balboa. Pourquoi ? Pour les besoins de Creed 2, on le retrouve en fait, mais directement pour une vérif qui va se consacrer en fait à l'édition VHS, enfin facsimilé VHS Blu-ray Collector signé ESC et signé ESC en association avec Lionheart, donc un petit coucou à Colin au passage. Donc c'est une association qui perdure, voilà, et qui signe des éditions collector en Blu-ray estampillé Action. Donc pour les 3/4 du Van Damme et maintenant du Dolph Lundgren. Donc on retrouve Dolph Lundgren pour un film qui s'intitule Au-dessus de la loi, aka. Donc, c'est-à-dire connu aussi sous le nom de Army of One, connu aussi sous le nom original américain, Joshua Tree, voilà, qui est aussi le titre, un titre célèbre de U2. Voilà, donc aucun lien, bien entendu, entre le titre de U2, il n'apparaît pas dans ce film-là. Et donc, au-dessus de la loi, bénéficie, alors ça, je le traiterai comme d'habitude en fin de vérif, d'un super master. On parlera de l'édition en fin de podcast. Mais effectivement, au-dessus de la loi, bénéficie d'un super traitement, comme à l'habitude pour ceux qui ont déjà acheté en fait cette collection à Action facsimilé VHS. Et c'est un film, je l'avoue, que je n'avais pas vu en 93. Alors, pour quelle raison ? Dolph Lundgren, voilà. Alors, c'est pas que je n'aime pas Dolph Lundgren, mais pour moi, il y a plusieurs étapes. Donc, t'avais en tête d'affiche, t'avais les Schwarzy, les Stallone. On va dire en second couteau, tu retrouvais les Seagal, les Van Damme, et après t'as Dolph Lundgren, Jeff Speakman et tous ces gens-là, quoi. Donc du coup, effectivement, c'est quelque chose que j'avais vu trôner en fait dans les vidéoclubs. Donc je vois quand j'ai le visuel sous la main là, de la réédition, et c'est vrai que c'est quelque chose qui trônait dans les vidéoclubs et qui ne m'avait pas forcément attiré. Ça m'intriguait, mais je sentais vraiment le sous-Stallone ou le sous-Schwarzy. Et là, dernièrement, en fait, quand j'ai vu toute la com sur AC, je me suis dit, allez, pourquoi pas ? Lançons-nous dans du Dolph Lundgren. Si c'est édité, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce que raconte je ne dirais pas ce chef-d'œuvre du cinéma, mais cette gourmandise tout droit venue des années 90, on va remettre un petit peu en place les choses au niveau de la filmographie de ce cher Dolphounet. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dolph Lundgren, à la base,
c'est surtout un artiste martial et un mannequin aussi. Et il accède à des rôles au cinéma, non pas par une volonté de percer dans le cinéma, mais plus, on va dire, par des opportunités que lui amène en fait sa copine de l'époque, sa petite amie, qui est Grace Jones. Voilà, alors Grace Jones, donc c'est la meuf qui a des burnes dans Conan le Destructeur, quasiment. Donc c'était aussi, on va dire, une star, on va dire, des podiums, parce que c'était aussi une mannequin, qui a eu une gloire assez éphémère, un peu comme une Brigitte Nelson à l'époque. Donc du coup, lui, c'était son petit ami, et effectivement, il a pu faire un peu de figuration grâce à elle. Et au fur et à mesure des repas mondains, je vous laisse imaginer, des réceptions de l'ambassadeur, il se retrouve très rapidement propulsé en fait en tant que, on va dire, némésis de Stallone dans Rocky IV en fait. Donc voilà, c'est sa première son premier vrai rôle au cinéma, donc c'était en Rocky IV en 85. Et effectivement, très rapidement, ça s'enchaîne. Donc c'est aussi la période faste de la Canon. Donc il se retrouve en tête d'affiche dès l'année 87 pour l'adaptation cinématographique de jouets Mattel, voilà, que, en tout cas, moi en tant que Quadra, et que d'autres Quadras ont connu, qui était Musclor, voilà, He-Man en VO, donc alias les maîtres de l'univers. Donc il se retrouve du coup tout en muscles et tout en chevelure blonde en tête d'affiche des maîtres de l'univers, l'adaptation cinématographique produite par la Canon. S'enchaîne ensuite en 88 le Scorpion Rouge. On le retrouve dans ce film, enfin voilà, en tout cas que je porte dans mon cœur pour ceux qui ont lu 7ème Dimension, voilà, le magazine à l'époque, qui est l'adaptation du Punisher de Marvel, la première adaptation, et non pas l'autre adaptation donc, avec Thomas Jane, donc voilà, que ce soit en 89 dans le film de Mark Goldblatt, qui est le Punisher. Il enchaîne avec cette gourmandise qui est Dark Angel, en 90. On le retrouve ensuite dans Envoyé spécial, et la même année aussi en 91 dans Les Griffes du Dragon Rouge, 92 étant l'année de Universal Soldier, et 93 donc ce fameux Au-dessus de la loi. Voilà. Alors, Au-dessus de la loi, c'est un film qui est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est comme je l'ai dit en fait sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. C'est quand même du grand n'importe quoi. Voilà. Alors, je vais vous expliquer en quoi c'est du grand n'importe quoi, et que ça m'a bien fait marrer quand même, alors qu'au début, ça m'a quand même assez vite ennuyé, dès la première heure, mais ça, on va en parler. Donc, ça raconte quoi ? Donc, Au-dessus de la loi, ça raconte beaucoup de choses. En fait, c'est rapidement très compliqué, pour pas grand chose en fait. Donc Au-dessus de la loi, dès les premières minutes, vous avez pu l'entendre en intro de ce podcast, on a une espèce de musique un peu jazzy, un peu film noir, un peu limite porno soft, années 90, oui, c'est tout ça en même temps, donc c'est aussi assez nasillard, mais bon, bref, c'est quand même une musique signée Joel Goldsmith, voilà, donc ouais, c'est un peu comme le frère de Patrick Swayze, si vous voyez ce que je veux dire, donc ou Frank Stallone, voilà, le frère de Sylvester Stallone, voilà, c'est pas Jerry Goldsmith, tu le sens, mais il y a Goldsmith dans le nom, donc pourquoi pas. Donc voilà, donc Au-dessus de la loi, ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Santi, qui est... alors Santi, c'est Dolph Lundgren, et dès les premières minutes, t'y crois pas une seule seconde. Donc déjà, t'as une espèce d'abréviation de nom, tu sais pas si ça consonance italienne ou pas, et c'est incarné par un grand Suédois, au fin fond du Texas, tu vois ce que je veux dire, donc ça colle pas du tout. Voilà. Dès les premières minutes, enfin moi, en tout cas, j'y crois pas une seule seconde. Voilà. Autant j'arrive à croire à Dolph Lundgren brun, autant Dolph Lundgren blond, il fait trop Europe de l'Est pour que j'y croie une seule seconde aux États-Unis. Mais à ce stade-là, voilà, c'est le film qui est proposé. Donc il incarne Santi, qui conduit un poids lourd, et très rapidement, on va comprendre que c'est une sorte d'anti-héros. Donc voilà, on va dire que c'est un criminel, voilà, mais qui tue pas des gens. On va dire au démarrage du film. Donc voilà, c'est l'anti-héros hollywoodien de base, donc qui potentiellement peut avoir un love interest et peut avoir une sorte de rédemption, et on va lui pardonner un petit peu toutes les conneries qu'on va voir à l'écran, c'est à peu près ça. Et donc du coup,
Il a un look, parce qu'on est aussi, c'est malheureux, mais c'est 93, et 93, c'est un peu la fin des années 80. Oui, le mec est con, enfin voilà, votre podcasteur est con, parce qu'il vous dit, bah oui, 93, c'est déjà le début des années 90, et ça a signé la fin des années 80. Donc du coup, c'est la fin des glorieuses années 80, et tu sens déjà que en termes d'image et en termes de vestimentaire, ça le fait pas trop. Donc il conduit un semi-remorque, il a tout le cliché qu'il y avait dans Over the Top, mais on n'est pas dans Over the Top, si vous voyez ce que je veux dire. On a un grand blond, donc c'est tout en chemise sans manches, du coup à franges, avec avec tatouage de mauvais goût. Et ce qui est très drôle, c'est que dès les premières minutes, on a déjà un sidekick à côté, incarné par Ken Foree. Ken Foree, que vous avez pu voir dans Le Zombie de George Romero, et dans Massacre à la tronçonneuse 3, et dans 1 million de série B. Et c'est le sidekick black que t'aimes bien, en fait. Voilà. Donc avec le doublage, bien entendu, vous imaginez bien, début des années 90, qu'on aime bien aussi, un poil raciste, sinon c'est pas drôle. Et donc du coup, on regarde un peu mollement cette espèce de bromance, parce qu'on est aussi dans la bromance. Et ils se font arrêter par des flics. Donc voilà, déjà c'est assez compliqué pour pas grand chose. Ils se font arrêter par des flics qui demandent à regarder la cargaison. Donc t'as compris que dans la cargaison, en fait, c'était un peu des choses illégales. Et Ken Foree montre en main, il dure à peu près 5 minutes. Donc c'est-à-dire qu'il se fait descendre très rapidement. Et du coup, Dolph Lundgren en mode ralenti, genre nous. Eddie. Oui, en plus il a le même prénom que moi, Ken Foree. Donc généralement, quand t'es black et t'as le même prénom que moi, t'as une durée de vie très limitée dans le temps. Donc là, c'est 5 minutes montre en main. Donc il se fait descendre, et du coup, le flic qui l'a descendu se fait descendre par quelqu'un d'autre, et notre ami Santi se fait shooter. Donc voilà, tout le monde prend une balle quelque part, voilà. Et mais c'est bien parce qu'il y a déjà dans ces 5 premières minutes des moments de la honte que j'aime bien. Donc c'est-à-dire qu'il se fait shooter, son pote Eddie meurt en continu. Voilà, ça prendra quand même 2 minutes de plus avant qu'il meure, et ça leur laisse le temps de se toucher le bout des doigts avant qu'il meure. Et déjà c'est déjà assez gourmand. Voilà, donc, voilà. Moi, je sais que j'aime bien mes potes, mais s'ils se faisaient shooter dessus, je leur caresserais pas les doigts avant qu'ils crèvent. Mais bon, ça fait partie du délire. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire dans la vérif, pourquoi pas. Donc, s'ensuit une série... je vous avoue que déjà, à partir de là, il y a une espèce de ventre mou d'une trentaine de minutes où on suit de manière monolithique, parce que Dolph Lundgren n'est pas connu pour être un grand acteur. Moi, je l'aime bien, et ça a amélioré avec le temps. Hein. Je suis toujours très heureux de le voir, notamment dans des 10e rôles dans Aquaman. Hein. Il amène toujours un peu de Z là-dedans, pour un film qui était sacrément corsé déjà, en ce qui concerne le premier Aquaman. Mais effectivement, il est tout en mâchoire dans Au-dessus de la loi, et en même temps, comme quand je l'ai énuméré, c'est son 10e film, et à cette époque-là, il enchaîne 1 ou 2 films par an. Donc voilà. Donc voilà, on suit le personnage de Santi qui est transféré d'une prison à une autre. Voilà, donc on a compris. Alors c'est quand même un peu le foutoir, hein, dans ce truc-là. Donc là où on pourrait attendre un truc un peu linéaire, ça complexifie le plot de départ avec une espèce de vieux suspense de voilà, une espèce de vieux complot. On s'en serait bien passé, parce que nous, ce qu'on attend en fait, c'est que Dolph Funay, parce que voilà, il y a une jaquette où il a un canoncier, il pète des gueules en fait. Voilà. Et en fait, au départ, il en pète pas trop. Donc ça a la gueule esthétiquement. Et même c'est assez mollasson d'un Hollywood Night. On y reviendra sur le côté Hollywood Night à un moment donné. Donc bref, voilà. Donc il est transféré, et on lui demande à un moment donné, tu sens qu'il s'arrête. Voilà, les deux, il est transféré dans un fourgon. Le fourgon s'arrête, et on lui demande gentiment d'aller pisser, même s'il a pas envie d'aller pisser, pour qu'on lui tire dessus en fait, globalement, pour qu'il fasse genre je m'échappe et on lui tire dessus. Donc t'as compris en fait que le flic qui l'a foutu derrière les barreaux, on va dire que il est pas très net, et que c'est quasiment lui qui lui en veut. Pourquoi, on le saura au fur et à mesure du film, dans des moments bien Z, mais à ce stade du métrage. Donc voilà. Donc bien entendu, il se laisse pas faire la peau, et il devient un fugitif. Et là, du coup, le film vrille, et on se rend compte que, en fait, il y a une
et part plutôt dans un côté un petit peu western, pas forcément assumé. Bon, on en a le décorum, mais oui, je vous avoue que Dolph, il fait un peu tâche parce qu'il va pas avec le... Comment dire ? Il n'avait pas avec cette figure de western, parce que bon, à cette époque-là, il n'a pas encore le... Ah, oui, il a une gueule, oui, il a une présence, mais pour moi, il n'a pas encore le charisme, ça fait un peu miscast, hein, cette histoire. Donc, même si j'apprécie beaucoup, en fait, les gens vont m'écouter, se dire, putain, il est en train de démonter le métrage. Donc, voilà, bon... Tu sens que, voilà, moi en tout cas quand je le regarde, voilà, je rentre pas forcément dedans. Pour moi, c'est autant, parce que attendez, hein, Santi, je vais vous le dire, hein, sa bio, c'est que c'est un ancien pilote automobile, voilà, ce qui justifiera les poursuites automobiles derrière. Et en même temps, c'est un escroc, c'est pas bien clair. Bon, voilà, il est autant pilote automobile que moi, je suis agent spécial du FBI, quoi. Voilà. Donc, c'est à peu près ça l'idée. Et d'ailleurs, vous verrez que dans chaque chaque acteur qui incarne un personnage dans ce film, t'y crois pas une seule seconde, quoi. Mais bon, on va continuer à dérouler. Donc, il devient un fugitif. Bon, on a en 93, qu'est-ce qu'il y a ? L'adaptation du fugitif avec Harrison Ford. On a aussi Cavale sans issue avec Van Damme. Donc, oui, ça a la gueule un petit peu, ça l'orne du côté de Cavale sans issue, voilà, qui était déjà, on va dire, un clin d'œil à L'Homme des Hautes Plaines avec Clint Eastwood. Donc voilà, donc on a ces petits hommages, on est dans du classicisme américain, on a le décorum, etc. Il y a un peu d'argent, voilà, donc on va pas se mentir, hein, il y a un peu d'argent. Donc forcément, comme il y a un peu d'argent, on va exploiter le décor au maximum. Voilà. Donc ces petites pérégrinations en mode, je connais un petit peu le désert, je navigue, donc je tombe dans une station-service, et à côté de là, on a une espèce de petite storyline à la con entre deux flics, enfin deux shérifs en tout cas, dont un shérif interprété par la très mignonnette Cristina Alfonso, donc qui elle, c'est son premier rôle à l'écran, et ça sera le seul d'ailleurs, parce que elle vient du monde de la télévision, notamment La Fête à la maison, et elle passera sa vie entière à la télévision dans un soap opéra qui durera une vie entière, qui s'appelle des jours et des vies, donc ça porte bien son nom, et on la verra même dans MacGyver, donc elle incarne Rita. Donc un shérif où tu n'y crois pas une seule seconde. Donc la meuf est gaulée pour tourner tous les premiers samedis du mois sur Canal, et elle est habillée même d'une certaine manière qui fait que tu ne crois pas une seule seconde que ça soit un shérif, hein, voilà. Donc ce n'est pas misogyne, ce n'est pas sexiste, ce que je dis, c'est juste réaliste. Vous n'avez qu'à regarder l'affiche, je vous dis c'est un shérif, vous y croyez pas une seule seconde, voilà. Donc à ce niveau-là, elle devient l'otage du coup de Dolph Lundgren. Et en hétéro-binaire de base, il passera son temps du coup à la remballer, à mal lui parler, et du coup à un peu la bousculer. Et ce qui fait, je vous le donne en mille, qu'elle tombera forcément amoureuse de lui. Ben oui, forcément. Donc du coup, il incarne tout en mâchoire l'hétéro-binaire de base du film d'action des années 90. Donc du coup, forcément, ça ne peut que la faire craquer. Et d'ailleurs, juste avant de se faire enlever, elle venait de larguer son collègue. Voilà, donc c'était son collègue et à la fois son fiancé qu'elle venait juste de larguer comme une merde. Et d'ailleurs, lui, je peux déjà vous le spoiler, c'était super important, c'est que le mec, il croira jusqu'au bout. Il essaiera, quoi qu'il arrive, en fait, de mener une enquête pour essayer de la retrouver, et il se fera buter comme une merde. Voilà, donc ça, c'est quand même assez cool. Voilà, j'ai trouvé que la moralité de ce film était quand même assez cool. Le mec se fait larguer, mais il se dit, c'est pas grave, ma chérie qui m'a largué s'est fait enlever, et en menant l'enquête, je finis avec une balle dans la tête. Et ça, c'est cool. Donc c'est, il a un petit peu la même storyline que Cyclope dans les films X-Men, c'est-à-dire qu'il se fait voler sa gonzesse, et il meurt comme une merde. Voilà, donc c'était le rôle de sa vie, hein, Michael Marsden, donc c'était formidable. Donc dans le reste du casting, on retrouve des gens venus payer leur loyer, alors pas n'importe quelle personne, des gens avec une filmographie glorieuse, mais venus rajouter un petit peu des noms, comme d'autres en fil des perles, et venus surtout payer leur traite. Donc d'un côté, on a Geoffrey Lewis, père de Juliette Lewis, et alors j'aime bien Geoffrey Lewis parce qu'il a il a des yeux spécifiques, et il a une tête de petit chat en fait, tu vois, petit tête de lolcats, mais un peu vieux, tu vois, mais quand même lolcats, où t'y crois pas une seule seconde qu'il peut s'énerver en fait, le Geoffrey Lewis. Donc lui, il aura un arc narratif où il mènera très mollement l'enquête en fait.
pour retrouver Santi en fait. Parce que Santi, bien entendu, en kidnappant la shérif, deviendra l'ennemi numéro 1. Enfin, l'homme à abattre, comme dans un western, enfin, Wanted, Dead or Alive, si vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté, dans le rôle du salopard, mais flic, qui est à la manœuvre et à la manigance, nous avons George Segal qui a pareil une filmographie longue comme le bras, voilà, donc qui a tourné un petit peu pour tout le monde, et qui est venu, pareil, tout en surjeu et en roue libre, payer son loyer, donc ça c'est important, voilà. Donc, et on n'a même pas parlé, en fait, de qui réalise cette gourmandise, parce que je reviendrai quand même sur tout ce qu'on peut y voir à l'intérieur, parce qu'il y a des choses incroyables, quand même. On passe de l'ennui à la surprise totale, moi je me suis éclaté de rire à des moments, je me suis dit, mais c'est vraiment en train de se passer, au moment où je le regarde, donc c'est à ce moment-là aussi que je remercie ESC et surtout Colin, parce que c'est lui qui a porté un peu le projet d'éditer, via sa société Lionheart Edition, d'éditer ce chef-d'œuvre autre du cinéma. Donc qui est derrière du coup ce fabuleux film? Eh bien, nous avons Vic Armstrong. C'est un cascadeur de la grande époque, donc c'est-à-dire qu'il a assuré toutes les cascades sans CGI, parce qu'il n'y avait pas de CGI à l'époque, et sans câble, de tous les Indiana Jones. Donc c'était aussi un réalisateur de seconde équipe de ces films-là aussi. Donc c'est vraiment l'homme de main, voilà, le casse-cou. Et on va dire que c'est l'ancêtre de tous ces réalisateurs qu'on retrouve derrière les John Wick ou autres, voilà, qui aujourd'hui passent à la réal. Donc c'est l'ancêtre de ces gens-là. Donc Vic Armstrong, il a qu'un seul fait d'armes. Il a réalisé un autre film dernièrement, mais voilà, il a qu'un seul fait d'armes pendant quelques années, qui est ce Au-dessus de la loi. Et il fonctionne en tandem parce qu'il a un frérot qui s'appelle Andy, qui lui s'occupera de régler les cascades automobiles et tous les types de cascades qu'on a en fait dans ce Au-dessus de la loi. Donc Au-dessus de la loi, on est sur une édition Blu-ray qui est sur la version intégrale, donc très différente de la version qu'on a pu voir en VHS. Moi, je n'ai pas creusé pour aller voir moi j'ai regardé directement, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas vu ce film-là. Donc j'ai regardé directement la version Blu-ray qui m'est offerte en version intégrale, qui va taper dans les 1h45, alors que ça en fait 5 ou 6 minutes de moins avec une fin différente. Donc ce film-là, autant on se fait chier, enfin en tout cas moi je me suis emmerdé les 45 premières minutes, autant les 45 autres minutes c'est du grand n'importe quoi. Tu sens que une fois évacué quelques storylines, on passe la seconde et c'est l'équivalent d'un Fast and Furious d'aujourd'hui, quoi. C'est pour vous donner le niveau. Donc du coup, on remet un petit peu les compteurs. Donc on a le personnage de Santi, voilà, qui est en cavale. Il en profite quand même pour aller voir la femme de son pote. Et c'est à ce moment-là que se met en place en fait cet arc narratif on comprend que le mec convoyait en fait des trucs illégaux pour le personnage incarné par George Segal, qui est Severance en fait. Et ça donne un moment très rigolo où déjà il retrouve la femme de son pote qui l'accueille dans une bagnole avec un fusil à pompe, voilà, donc voilà, c'était dans la scène. Et puis là avec la gonzesse qu'il a pris en otage, bien entendu. Donc elle l'accueille avec un fusil à pompe et puis elle lui parle un petit peu d'éducation, parce que c'est très important à ce stade-là du film. Et lui il chope le gamin de son pote en mode ton père qui fait ton éducation après 3 verres d'alcool. Donc genre il met une tarte et il lui explique que voilà, voler des caisses c'est pas bien. Parce que lui il l'a fait. Voilà, t'as des moments, c'est l'équivalent des moments de Best of the Best où Eric Roberts parle à son fils en fait, avec un pull échancré. Voilà, c'est voilà, tu sens qu'il y a une volonté dans le scénario d'amener des trucs un peu plus profonds, mais la limite c'est too much. Et on ne reverra pas ces gens du reste du métrage, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, donc il explique à la femme de son pote qu'il va aller récupérer la thune qu'on lui doit, voilà. Et à partir de là, s'ensuit un peu tout et n'importe quoi. Donc, je pense que le postulat que c'est un ancien pilote automobile justifiera toutes les cascades en bagnole. Donc, alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que comme il est pilote automobile, dès qu'il conduit une caisse, faut qu'il fasse des dérapages un peu. Mais tu sais, en mode petite Kaira de ton village, qui fait des dérapages en mobilette, tu vois. Donc lui, il fait ça. Même s'il y a personne, en fait, même s'il pourrait prendre la ligne droite normalement, ou tourner normalement, il tape des petits burns un peu en mode drift, voilà. Donc voilà, c'est gratuit, c'est là, c'est en place, donc voilà. Donc s'ensuit des poursuites automobiles aussi en ville, alors c'est pas forcément dans l'ordre ce que je vous dis, mais qui sont pas dégueux. Et en fait, la force du film, la force de ce que peut amener Vic Armstrong, c'est finalement
quand il n'y a pas de dialogue. C'est quand il y a des poursuites, qu'il y a des scènes d'action, parce que le reste du temps, on se fait chier. C'est si je devais le comparer à un film, c'est un peu on pourrait le comparer à Échec et mort, le Bruce Malmuth avec Steven Seagal, où toute la période où il sort de l'hôpital, mais on s'emmerde, toute la storyline où tu crois pas une seule seconde à toute l'histoire, et dès que ça commence à taper et à casser des bras, là on rentre dans le vif du sujet. Voilà. Donc effectivement, voilà, Vic Armstrong, ses cascades en bagnole, voilà, les poursuites, etc., ça a de la gueule. Honnêtement, tu regardes ça, parce que c'est 93, on est en 2021, bon, je vous laisse calculer, donc ça date pas d'aujourd'hui. Putain, ça tient plutôt bien la route, avec un Master Blu-ray qui a une bonne gueule. Donc effectivement, c'est plutôt cool. Donc ça tape des cascades, et entre des cascades, t'as des scènes complètement gratuites. Et c'est pour ça que ça fait plaisir, les films des années 80-90. C'est-à-dire que lui, il la kidnappe, voilà. Donc si vous suivez toujours la fameuse Christina Alfonso, puis c'est paradin en fait, parce que du coup elle trouvera toujours le moyen de prendre une douche en fait, et prendre une douche où elle lui expliquera en fait qu'il faut lui laisser du temps pour que sa petite culotte elle sèche. Ce que je vous cite, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui rajoute un truc, c'est ce qui est dit techniquement, c'est le personnage qui lui dit ça. Voilà. Donc il n'hésitera pas à la mater sous la douche. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Je veux dire, là techniquement au prorata c'est paradin. Voilà, donc il y a une scène de douche, c'est respecté. Et puis pour pas qu'elle s'échappe, il lui glisse il lui met les menottes. Et puis comme il a une sieste à se taper, il se tape une petite sieste tranquille avec une main sur son postérieur, tu vois. Voilà, tu sens que le mec il met les bases un petit peu, voilà, c'est un kidnapping à la cool, quoi, tu vois, tranquille. Voilà, donc voilà. Donc il n'y a pas à se plaindre, hein, tout va bien. Autant te dire, Santi, là en 2021, à l'époque du MeToo, bon, t'es en cavale, je pense que tu finis brûlé sur la place publique. Hein. Donc voilà. Et puis même dans un film d'action aujourd'hui, une scène de douche comme ça n'arrive plus. Hein. Et c'est fort dommage. Hein. Je veux dire, on a perdu un petit peu ce côté des scènes de douche. Voilà. Donc je tenais à réhabiliter l'importance d'une scène de douche dans un film d'action. Voilà. Et ce propos n'est pas du tout orienté, bien entendu que non. Voilà. Donc tout ce petit monde, parce que au final, t'en apprendras des vertes et des pas mûres au fur et à mesure des pérégrinations de notre ami Santi. Donc lui il décide d'aller se rembourser. Donc il remonte un peu la filière façon maison, voilà. Donc tout en veillant à toujours attacher le personnage de Rita avec des menottes quelque part en fait, et de lui dire, et ça c'est très important, parce qu'elle lui pose 1 milliard de questions, tout en lui disant de fermer sa gueule en fait. Voilà. C'est la base, c'est nickel. Puis elle, ça l'offusque pas, puisque ça la rend de plus en plus amoureuse en fait. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas le mode d'emploi. Enfin voilà, pour ceux qui chercheraient en fait une recette de la séduction, à mon avis, n'appliquez pas ça dans la vraie vie, parce que je vais vous le faire en VO, c'est go to jail directement. Donc bon, il prend soin alors à un moment donné, dans ses pérégrinations, donc il décide d'aller voir la femme de cet enfoiré de Sévrance, voilà, donc incarné par George Segal, qui est le flic qui le pourchasse. Et cette nana-là, cette actrice-là, c'est une transfuge de côte ouest. C'est déjà une meuf qui était éternellement vieille. Voilà. Donc comme j'ai bien bossé, j'ai pas cherché son nom, hein, bien entendu, mais vous le ferez à ma place, tiens, vous bosserez un petit peu. Donc et t'apprends un petit peu à ce moment-là que c'était à la fois une mère de substitution. Et puis aussi, on va dire dans les soirs de solitude, voilà, il a un peu noyé son chagrin avec elle, ce qui est toujours très cool. Je veux dire, quand t'es accueilli dans une famille, de te taper la meuf de ton père de substitution, parce qu'on comprendra que Sévrance, c'était un petit peu son père adoptif. On verra le père de Dolph Lundgren aussi, c'était très gratuit ça aussi. Il s'arrêtera dans le désert, il s'arrête à plein d'endroits différents, hein. Il s'arrêtera dans le désert, refaire le plein, avec un espèce de vieux gars tout pourri, et c'est censé, et voilà, Rita lui posera encore des questions, où il lui expliquera que c'était son père, le mec qui l'a traité d'enfoiré. C'est génial. Il y a à boire et à manger dans ce film-là. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Tu sens qu'en fait, il y a une volonté quelque part de creuser la relation père-fils, mais c'est mal branlé quand même. Voilà, tu le sens que c'est mal branlé. Et puis, comme je vous l'ai dit, grand blond suédois.
petit mec barbu qui n'a rien à voir, tu crois pas une seule seconde que ça puisse être son père. Voilà. Comme tu crois pas une seule seconde que qu'il ait pu avoir George Segal comme père adopté. En fait, tu ne crois à rien dans ce film-là. Mais c'est pas grave. En tout cas, à ce moment-là, ça commence à dérouler. Et forcément, années 90, on sort des années 80, ça reste toujours un peu raciste, donc ça on l'aura compris. Donc quand il remonte la filière, bien entendu, qui peut piloter une filière de trafic ? Donc si on élimine le Moyen-Orient et les Russes, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les Asiatiques, voilà. Et du coup, tout ce petit monde se retrouve dans un hangar, et là, Vic Armstrong, lui, il a vu à toute épreuve. Puis il a vu les John Woo, puis on est en 93, Chasse à l'homme est en train de se faire, produit par Rémi. Il décide en fait de se faire un petit remake de 10 minutes comme ça, gratos, du coup de Chasse à l'homme, où on verra, ça ne sera justifié à aucun moment, où on verra notre ami Dolph Lundgren enchaîner des gunfights avec 2 flingues, un dans chaque main, en mode tapis roulant inversé. J'ai envie de vous dire, à ce stade-là, c'est gratos. Genre, tu prends le truc, c'est pas du tout justifié. Et puis il sort des Asiatiques de tous les coins, qu'il démonte en mode ralenti. Donc là c'est vraiment... on peut dire qu'à cette époque-là, il est limite précurseur. Il fait du John Woo sans être John Woo, alors qu'on n'est pas préparé. Voilà. Donc ça dézingue de l'Asiate à tour de bras. Et ce qui est bien, c'est que en Blu-ray, tu fais bien attention, les 30 mecs qui dézinguent, c'est à peu près 2 fois les mêmes en fait. Voilà. Et c'est de l'Asiate à moustache. Donc moi, quand il y a de l'Asiate à moustache, je trouve ça parade. Donc du coup, je me dis, là, franchement, on se fait plaisir. Donc, il remonte la filière, il dézingue ces gens-là. Puis à un moment donné, pour justifier un peu le titre du film, voilà, ça s'appelle Joshua Tree, c'est le nom d'un désert qu'il a l'air de bien connaître parce qu'il y fait des dérapages, vous avez compris, en mode Caillard de village. À ce moment-là, il décide de se planquer là-dedans et de tendre un piège quelque part. Voilà. À la fois George Segal et son compère, ça c'est très salé, je vais vous en parler aussi, ça c'est très gourmand aussi. Ils ont une storyline, ces 2 flics qui ne sert à rien mais qui est très drôle. Et puis aussi à tous les autres flics aussi, dont Geoffrey Lewis, qui enquête toujours très mollement pour essayer de comprendre si vraiment Santi est un criminel ou si il a été pris au piège, etc. Et puis bien entendu, autre storyline, Rita tombe de plus en plus amoureuse, tellement qu'on arrive à la scène la plus improbable de ce film-là. C'est-à-dire que et c'est comme ça que j'ai communiqué sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que t'as compris que le mec, il a vécu un peu dans le désert, donc il sait survivre, et il a pour habitude, donc de bouffer de l'aloe vera. Voilà. L'aloe vera, ça permet de le réhydrater, puis le bouffe de manière goulue, tu vois. Voilà, nickel, comme une banane si tu préfères. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont censés être planqués sous une voie ferrée, t'as le personnage de Christian Alfonso, voilà, qui commence à lui prendre le... Mais c'est pas des conneries. Et moi j'ai éclaté, je me suis dit, mais c'est vraiment en train de se passer. Elle lui prend le morceau de l'aloe vera, c'est un peu juteux, et elle commence à le sucer devant lui en gros plan. Je dis, oui, effectivement, en cavale, tout le monde fait ça. Et alors, ça s'arrête pas là. Donc après les sous-entendus, etc. Parce que je vous épargne toutes les phrases macho de base, parce qu'il est en mode monolithique. Donc c'est ce qu'avait fait Schwarzenegger à l'époque au début de sa carrière. On lui écrivait des punchlines justement pour pallier à l'accent. Donc voilà, lui il a toujours des phrases très très sommaires où tu sens que voilà, il a envie de se la pécho. Et il lui dit moi je serais toi, je ferais pas ça. Tu joues avec le feu, etc. Donc c'est là, t'es vraiment, quand tu regardes le film en termes esthétiques, etc., et en train de sucer de l'aloe vera, donc t'as compris ce que ça symbolisait, t'es dans un Hollywood Night, quoi. Voilà, de base. Et là s'ensuit la scène la plus dingue. C'est-à-dire que la meuf commence à se dessaper, et lui commence à lui passer de l'aloe vera sur les nibards, dans le dos et un peu plus bas. Je dis, ben oui, mais attendez, tout le monde fait ça. Et c'est là que tu te rends compte, tu regardes le film, tu dis c'est grand n'importe quoi. C'est paradin, je veux dire, tu peux pas te plaindre. Bon, après ils se font un petit peu couper par 2 gars qui étaient venus faire du cross que tu ne reverras plus après, voilà. Et puis ils reprennent leur cavalcade, mais
C'était complètement gratuit. Alors t'apprendras quand même hein, quand tu regarderas un petit peu les bonus de cette édition, cher auditeur, chère auditrice, t'apprendras que d'une déjà Dolph Lundgren se tapait l'actrice principale, voilà déjà d'une, et de deux t'apprendras qu'en fait c'est pas vraiment ses paluches qui posent en fait sur elle, c'est les producteurs qui ont pris sa doublure pour ajouter des plans de fesses en fait après coup dans le montage. En même temps, c'est du film d'exploitation, hein, c'est du vrai film de vidéoclub, faut qu'il y en ait pour tout le monde. À l'époque, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à ton père, qui est venu chercher un bon film du samedi soir pour qu'il y en ait pour tout le monde, mais surtout pour lui. Donc voilà, tout ce petit monde, voilà, bon, vous l'aurez compris, vous donne une autre vision de ce qu'on peut faire de l'aloe vera. Ah, parce qu'à la base, l'aloe vera, c'est pour soulager les coups de soleil, voilà. Et voilà, je vous l'apprends, voilà. Et pour se protéger les coups de soleil. Donc là, vous apprendrez que ça peut servir à autre chose. Voilà. Donc, merci ESC, merci Lionheart, merci Dolph Lundgren et merci Christina Alfonso de m'avoir expliqué ça. Je ne le savais pas. Et du coup, maintenant, quand je verrai un morceau d'aloe vera ou même quand j'entendrai le terme aloe vera, j'aurai une autre image en tête que les publicités qu'on peut en avoir du coup à la télévision française. Merci à tout le monde pour cette grande vision de cinéma. Donc du coup pendant ce temps-là nous avons George Segal avec son propre sidekick qui décide du coup de eux aussi, pourquoi pas, s'équiper avec une voiture de course qui est une Lamborghini, parce que ça je ne l'ai pas dit, parce que Dolph Lundgren lui a eu le temps de se braquer une Ferrari, et quitte à être avec un joli petit lot, autant la mettre dans une Ferrari. Ça c'est la classe des années 90, et donc les mecs là, t'as des plans comme ça, voilà, George Segal et son sidekick, où ils ont des discussions de comptoir, on dirait presque du sous-Tarantino du pauvre, mais moi j'étais là, je disais mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Et voilà, t'as l'homme de main qui regarde George Segal et qui lui dit bon alors apparemment il s'est tapé ta femme, ouais, et pas qu'une fois, oh le salaud, et pas qu'une fois. Et le mec le répète pendant un moment, et puis il théorise un petit peu sur les vrais potes. Et l'autre lui dit ouais, un vrai pote ça se tape pas ta femme, hein. Et ouais, parce que le vrai pote normalement, putain, tu suis le truc, tu dis mais what. Je dis mais qu'est-ce que vous racontez les gars, mais et c'est génial. Et puis après l'autre surenchérit en disant oui en plus c'était un fils pour moi. Ah ouais, ça en rajoute une couche. Bah ouais, ça en rajoute une couche. Bah oui, c'était un fils pour toi, il se tape ta femme. Et sachant que quelques minutes avant il lui posait la question à sa femme si elle s'était tapée du coup Santi, elle lui répond oui avec un air très gourmand, où il la gifle, voilà, ça c'est gratuit aussi, voilà, il la gifle, donc elle saigne. Et puis elle se lèche le sang avec la langue, avec un air un peu, enfin, tu sentais que la meuf, limite, dans ce plan-là, elle postulait pour Basic Instinct, voilà, où elle avait vu Basic Instinct et dit, il y aura une suite, je peux jouer dedans. Voilà, t'as tout et n'importe quoi dans ce film-là qui s'enchaîne. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Et tout ce petit monde, bien entendu, bon voilà, poursuite dans le désert, vous avez compris, des petits burns à droite à gauche, voilà, donc plan aérien, donc c'est paradin, ça se poursuit, etc. Ça se tape dessus à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est important de le préciser, parce que c'est tourné dans des conditions extrêmes. Et puis au final, tout ira bien dans le meilleur des mondes, donc du coup, Geoffrey Lewis débarquera de nulle part en arrêtant George Segal. C'est genre, il avait mené son enquête en off, voilà, tu vois, hors champ. Il avait tout compris, donc très bien, voilà. Donc d'une enquête mollassonne, on a débouché sur autre chose. Et puis, écoute, notre shérif hyper sexy réintégrera son uniforme, hein, parce qu'elle était très peu sapée pendant toute l'aventure. En même temps, on est dans le désert, hein, donc forcément, on fait ce qu'on peut aussi, hein, pour soigner son bronzage, etc. Donc, et nous verrons Santi réintégrer le désert en mode oui, c'est pas vendeur, donc le mec réintégrera sa chemise sans manches et aura à peu près le même postulat qu'un gitan alors désolé pour nos amis gitans, en caravane rafistolée. Ah, ça fait pas rêver quand même, hein. La meuf elle arrive en mode uniforme, elle vient voir son pote avec où derrière t'as tout un on va dire un décorum de ce qu'on peut avoir dans une casse automobile, quoi. Voilà, le mec est redevenu un pecno, quoi. Voilà, c'est à peu près ça.
C'est génial. En fait, ça a la gueule, un petit peu sa baraque, de ce qu'on peut en voir à la fin, de ce que peut avoir la famille tronçonneuse dans Massacre à la tronçonneuse 2 de Toby Hooper, quoi. Ouais, c'est pas vendeur quand même, hein. Enfin voilà. C'est pas le pote que t'as envie de voir le week-end parce que d'une, tu vas te salir tes grolles, déjà. De deux, tu vas péter ta caisse parce qu'il habite au milieu de nulle part et il y a des caisses partout. Et de trois, quand tu vas t'installer chez lui, bon, à part boire une 8-6 chaude, il y aura pas grand chose à t'offrir, quoi. Donc, et voilà. Et tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Donc, effectivement, je suis très content de l'avoir vu. Je sais pas si je le reverrai de sitôt. Mais je suis très content de l'avoir dans ma collecte, mais voilà, j'ai quand même le poster. Hein. Tu sais, je raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Hein. J'ai quand même le poster qui trône, donc c'est sympa. C'est pas un grand film, c'est pas non plus un mauvais film. Ça méritait d'être vu. Voilà, ça m'a permis de me réconcilier avec certains films de Dolph Lundgren en mode blond, parce que je le préfère en mode brun. Pourquoi ? Parce qu'il fait Dark Angel et le Punisher, et qu'en mode blond, il fait le Scorpion Rouge et ça. Donc voilà, c'est un petit peu comme le Steven Seagal sans cheveux, enfin avec les cheveux courts, avec les cheveux longs. Le Z arrive avec les cheveux longs et c'est toujours appréciable. Donc voilà mon sentiment. Donc j'ai envie de vous dire, ça mérite d'être vu. Donc si vous êtes des adeptes de la collectionnite aiguë, donc vous pouvez vous procurer cette édition-là, elle déméritera pas avec les autres. Par contre, là où ça doit être un must-have, voilà, et c'est pas tellement pour le film, c'est pour les bonus, parce que du coup moi j'étais agréablement surpris. Alors déjà je l'avais dit quand j'avais chroniqué les éditions de Cyborg, etc., que ESC soit rapproché de gens comme Arthur Corras, etc., d'avoir du Mark Toulek sur les écrits papier, etc., ça amène déjà une meilleure crédibilité. Et ça amène un souci journalistique qui était absent des éditions précédentes, notamment celle de Kickboxer, hein, que j'en avais parlé. Et là, en fait, c'est cool parce qu'ils ont contacté quelqu'un qui a lu 7ème Dimension à l'époque, qui est Jérémy Damoiseau. Donc voilà, je le salue au passage. Et Jérémy Damoiseau leur a permis d'avoir les contacts avec Dolph Lundgren. Je pense qu'aussi Colin a travaillé un petit peu le sujet en contactant aussi les ayants droit, etc. Mais donc, Jérémy Damoiseau, je pense qu'a débloqué pas mal de choses au niveau de Dolph Lundgren. Et ce mec-là, Jérémy Damoiseau, est un proche, on va dire, en termes de boulot de Dolph Lundgren, et a écrit notamment un bouquin que je vous conseille de récupérer qui est The Punisher, The Untold Story, qui se consacre en fait sur tous les à côté de ce fabuleux film de Mark Goldblatt. Donc voilà, moins ça c'est dit, la pub est passée. Et donc Jérémy Damoiseau associé à Arthur Corras ont pu permettre à Dolph Lundgren de s'exprimer au travers de cette édition. Donc déjà il nous présente le film en 2 minutes, et ensuite il nous parle de sa filmographie, et ça me permet de voir un côté qu'on ne voit pas en fait dans ces films là, c'est-à-dire que moi je l'avais senti déjà dans sa fin de carrière, quand on le voit dans Creed 2, quand on le voit dans les Expendables, où il amène du charisme et une sensibilité. Non, ne rigolez pas, oui, on est en train de parler d'un grand Suédois avec un grand couteau dans les Expendables, mais il amène une sensibilité, un humour, une décontraction qu'il n'y a pas au début de sa carrière. Et il t'apprend énormément de choses en racontant sa filmographie, notamment que voilà, ça vaut pour ça en fait. C'est ce que j'avais dit déjà sur l'édition de Basic Instinct, aussi de voir Sharon Stone te parler, parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Ça sort un petit peu de la communication qu'on peut avoir sur les bonus très hollywoodiens ou très calibrés, où là ils te parlent un peu de leur vécu, et voilà, Dolph t'explique qu'il n'avait pas voulu forcément être un acteur, parce que le mec est vraiment diplômé en ingénierie et qui devait intégrer le MIT, etc., et que finalement il s'est retrouvé catapulté star de film d'action alors qu'il n'avait pas forcément demandé ça, et il t'explique que il a mis quand même pas mal de temps avant de se remettre de ce qu'il avait pu vivre, tout en restant très modeste et très pudique sur ce qu'il avait pu vivre avec Rocky IV, c'est-à-dire se retrouver sur le devant de la scène en fait, d'être reconnu dans la rue, etc. Donc tu sens que le mec a eu du mal à gérer la célébrité, que effectivement chaque film, chaque période de sa vie est liée aussi à chacune de ses compagnes, donc il reste très pudique en fait sur la femme qui partage sa vie aujourd'hui et qui est la mère de ses enfants. Il reste très pudique aussi mais tu sens que, enfin moi du coup ça me parle, tu sens que le mec il y a eu pas mal de petits traumas, notamment même dans l'enfance aussi, t'en apprends vachement sur pourquoi il est lié à Stallone, parce qu'ils ont le même trauma par rapport à des pères autoritaires, etc.
C'est un fabuleux bonus quand même, hein. Donc félicitations à ceux qui sont derrière ce bonus-là. Derrière la participation de Dolph Lundgren, hein, qui ont pu l'encadrer pour l'amener à parler, etc. Donc c'est plutôt cool. On a aussi Jérémy Damoiseau aussi qui parle de Dolph, de sa relation avec Dolph, des à côté, de comment il est, donc qui rejoint un petit peu le propos de ce que je viens de vous dire. Donc rien que pour ça, en fait, honnêtement, hein, c'est pas un grand film. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas un grand film, c'est un film du samedi soir. Autant les précédents films dont j'ai parlé, que j'ai chroniqué, autant vous pouvez les montrer à votre compagne, votre conjointe, qui vous voulez, ou même vos gosses, voilà, si vous le vendez bien, ça passe. Autant celui-là, bon voilà, c'est un film mineur de cette époque-là, et c'est pour ça aussi qu'il m'avait pas attiré à l'époque. Donc je suis content de l'avoir vu, mais en fait je suis très content, plus content en fait d'avoir cette édition pour les bonus qu'au final pour le film lui-même. Donc du coup, chapeau à l'éditeur. Ce qu'ils ont fait en fait sur cette édition, c'est l'équivalent de ce que pouvait faire un canard comme Mad Movies quand il n'y avait pas d'actualité, c'est-à-dire que la qualité rédactionnelle relevait le niveau d'une actualité qui n'était pas forcément tip-top, quoi. Donc à ce niveau-là, du coup, la qualité éditoriale des bonus relève le niveau d'un film qui est plutôt un film mineur. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup d'éditeurs comme Le Chat qui fume, qui éditent vachement, qui comme le disait Peterson, c'est une secte un peu Chat qui fume, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir n'importe quoi, tout le monde achète, et c'est bien aussi, mais des fois ils sortent des films mineurs, ils te le vendent bien, ils te le packagent bien, et du coup ça redonne un peu, ça lui donne une aura. Donc voilà, vous pourrez entendre dans ces bonus, bon après les mecs vendent leur cam, Dolph Lundgren vend sa cam en disant que voilà, beaucoup de gens lui parlent souvent d'au-dessus de la loi. Bon, il parle de néo-film noir, etc. Bon, faut pas non plus exagérer. Enfin, vous verrez dans le petit facsimilé de magazine qui s'appelle K.O. Mag, hein, Vic Armstrong le dit lui-même. Voilà, il y a une petite interview menée par Mark Toulek, voilà, pareil, hein, qualité éditoriale aussi de ce qui peut être produit en papier dans cette édition. Vic Armstrong le dit lui-même. Enfin voilà, c'est un film très linéaire. Voilà. Lui, il a tenté d'amener des petites touches de certaines choses, mais voilà, il l'a dit, c'est pas, ça vole pas très très haut, voilà. Donc voilà, donc c'est un film mineur, sympathique, et je vous dis, il y a 2 vitesses dans ce film-là. Donc c'est les premières 45 minutes, on se fait un peu chier, et en même temps, dans une époque où on t'explique que, par exemple, pour regarder telle série, il faut se taper 4 ou 5 épisodes avant que ça démarre d'1 heure. Bon, on va dire en comparaison, vaut mieux 45 minutes de mollasson sur ce film-là que 4-5 épisodes d'une série de merde sur Netflix, quoi. Où tu te fais encore plus chier, quoi. Où tu regardes ton téléphone portable, tu fais tout ce que tu veux, mais ça t'intéresse pas forcément. Comme d'habitude, on va parler de l'écran. Bon, voilà, ça reste les éditions typées action, VHS, facsimilé, Blu-ray. Bon, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire, c'est canon. T'as des photos d'époque. Enfin voilà, moi je suis très content d'avoir Christiana Alfonso sur ma porte d'entrée, enfin limite voilà, avec d'autres photos, voilà, c'est très bien d'avoir une jolie brunette. Non mais c'est con ce que je raconte, mais voilà, t'as un poster, t'as toujours on va dire ce visuel de l'affiche aimanté que tu peux mettre sur ton frigo, voilà, t'as des photos, t'as un joli écran, bon je veux dire voilà, la qualité elle est là, t'en as pour ton blé quand t'achètes ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est la même qualité éditoriale qui est maintenue sur leurs autres éditions, qui peut y avoir sur le piège à Hong Kong, qui est le Tsuark sur lequel ils communiquent aujourd'hui, et qui avait sur les autres Van Damme qu'on a pu récupérer. Donc à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire, bon ben voilà, Lionheart, ESC, voilà, continuez comme ça, c'est de la balle. Voilà. Même pour un film mineur comme Au-dessus de la loi, vous arrivez à bien le vendre, quoi. Et du coup, ça m'a même donné envie d'acheter Risque Maximum, voilà. Donc c'est pour vous dire, voilà. Donc ça c'est la première chose que je vais quasiment faire après l'enregistrement de ce podcast, c'est réserver du coup mon édition de Risque Maximum, et soutenir quand même, et ça je vous le dis, c'est important, je profite toujours de ce podcast là de dire voilà,
arrêtez, enfin, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de lâcher les ronds dans de la SVOD de merde, où de toute façon vous allez pester quoi qu'il arrive, et filez plutôt un bifton à un éditeur hexagonal qui s'est fait chier à remasteriser, à faire une édition qui est sympa, puis vous brillerez en société. Voilà, vous susciterez l'intérêt de vos proches et puis vous ferez un acte militant. Donc ça c'est important, je remets une couche là-dessus de soutenir le support physique, parce que putain, oui, voilà, tiens, j'avais pas dit putain depuis le départ, un film ça doit avoir un support. Voilà, ça doit avoir un support qui n'est pas celui du streaming avec une date de validité dans le temps où tu auras payé tes 9 balles ou tes 10 balles, et si t'as pas vu le film dans les temps, mais il n'est plus disponible, et si tu ne payes plus ton abonnement, il ne t'appartient plus quelque part. Donc voilà, donc soutenir le support physique, c'est aussi dire, ben ouais, moi je fais le choix de regarder ce que je veux quand je veux, en fait. Voilà. Et dans une version qui sera celle que j'ai décidé, qui sera une version intégrale, parce que oui, ça c'est important, ESC et Lionheart nous sortent des versions intégrales. Voilà, ça c'est une version intégrale qui n'était pas forcément éditée en France. Donc voilà, je vous préviens pour ceux qui seront choqués, dans cette version intégrale, dans les 10 dernières minutes de la fin, ça passe en VO sous-titré, parce que ouais, voilà, il n'y a pas eu de doublage français. Donc voilà, mais vous voyez ce film-là dans une édition qui ne sera pas censurée par Big Brother, par Mickey ou HBO Max ou je ne sais quelle autre plateforme. Donc voilà, donc ça c'est super important. C'est à ce niveau-là qu'on soutient le support physique. Et bien, moi ça m'a réconcilié quand même avec Dolph Lundgren. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire ? Eh ben, de parler de ce Joseph Zito, le Scorpion Rouge, qui est ressorti aussi en Blu-ray dernièrement dans les Midnight Movies. Donc, je vais parler de ces éditions-là. Donc ça sera la prochaine vérif. Donc j'ai envie de vous dire, je ne savais pas ce que j'allais vérifier. Bon, j'avais reçu pas mal de joyeuseté, je m'étais fait des petits plaisirs. Mais je vais continuer dans cette thématique. Eh ben oui, le monsieur mérite, du coup, que je parle de cette ressortie du Scorpion Rouge. Peut-être que la suite ça sera quoi ? Ça sera du Chuck Norris, j'en sais rien, ou peut-être que je passerai sur complètement autre chose. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à continuer à soutenir nos éditeurs hexagonaux. Voilà, je l'ai répété au moins 10 fois, et c'était encore une nouvelle fois la vérif par 7ème dimension. Voilà, je rappelle, la vérif c'est redonner une chance à ces films-là qui sortent dans de nouveaux masters, et comme à notre habitude, nous à 7ème dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute. Le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.